Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire, donc vous voyez à l'écran, qui va traiter donc des ETF et plus précisément des ETF d'Amundi. On a vu tout à l'heure, suite au petit sondage, il y a quand même quasiment 40% d'entre vous qui ne savent pas précisément ce que sont les ETF, leur utilité. Voilà, donc bien évidemment, il y a Emmanuel et Grégoire d'ici, donc de chez Amundi, qui vont faire cette présentation. Vous pourrez bien sûr poser vos questions, ils vont bien sûr y répondre, et puis après, à la fin, on présentera qui a l'offre actuellement avec Bourse Direct, donc nous, notre société, et Amundi sur une sélection d'ETF. Voilà. Bonjour Grégoire, bonjour Emmanuel. Ben, écoutez, je vous laisse la parole. Bonjour Christian, bonjour à toutes et à tous. En tout cas, ravi d'être avec vous ce matin pour ce webinaire avec un titre évocateur, découvrir ou redécouvrir, voire découvrir les ETF pour éventuellement les 40% des auditeurs qui nous disent ne pas connaître les ETF. On a donc un agenda et un objectif ambitieux ce matin, voilà. Ensemble. Allons-y. Donc l'idée pour nous, c'est effectivement de prendre ce temps pour remettre en perspective l'univers des ETF. On a l'ambition de traiter différents points sur ce webinaire avec Grégoire. On sera ravis effectivement de prendre vos questions. On va essayer de faire les choses par étapes, mais l'idée c'est qu'effectivement que ce soit interactif. Effectivement redéfinir ce que c'est qu'un ETF, comment l'ETF peut entrer dans son univers d'investissement, comment ça marche, comment on peut l'utiliser dans les enveloppes d'épargne, et rappeler éventuellement quelques idées sur comment ça se traite en bourse. Donc effectivement, on a un agenda ambitieux pour cette heure. Commençons peut-être directement dans le vif du sujet. Un mot peut-être pour commencer ce webinaire, pour rappeler que Amundi est aujourd'hui le leader européen de la gestion d'actifs. On gère pour le compte de nos clients un peu plus de 2200 milliards d'euros, donc au travers de multiples solutions d'investissement. Et dans cet univers des solutions d'investissement, nous avons effectivement une gamme d'ETF, objet du webinaire de ce jour. Cette gamme d'ETF, elle est composée aujourd'hui d'un peu plus de 300 fonds. Et ça représente à peu près 250 milliards d'euros d'encours sous gestion. Et on est content d'être le leader européen sur ce produit. Juste Emmanuel ou Grégoire, préciser ETF, ça veut dire quoi en fait, pour ceux qui ne connaissent pas? Allons-y tout de suite. ETF, c'est un anglicisme. Oui. Exchange Traded Funds. Donc, voilà, donc il faut traduire si on veut. Fonds échangés en bourse, du coup, en français. Alors, voilà, il y a plein de traductions. On aime bien fonds indiciels cotés. Voilà. D'accord. Voilà, parce que on va le voir, la plupart des ETF sont des fonds. On met le mot indiciel parce que ça fait référence à la gestion passive. Et coté parce que c'est l'innovation qui a été apportée au début des années 90. Ce qui me permet effectivement peut-être pour repositionner le produit dans l'histoire, faisant un petit peu d'histoire en ce démarrage de webinaire. Les premiers ETF, c'est les années 90 aux États-Unis. Voilà, donc, ça fait à peu près un peu plus de 30 ans. Donc avec l'idée d'avoir la gestion passive admise en bourse. Donc le premier marché était un marché américain. Et ensuite, ces produits sont arrivés en Europe au début des années 2000 sur ce qui concerne effectivement le marché européen et la France en particulier. Si on fait un panorama, parce qu'on aime bien faire des panoramas sur les ETF, aujourd'hui, voilà, c'est un marché qui a connu une expansion très importante depuis plus de 20 ans. C'est un marché global qui représente un peu plus de 14 000 milliards d'encours sous gestion. On vous a mis sur la planche ou sur l'écran les grandes masses. Aux États-Unis, c'est quasiment 10 000 milliards de dollars, un peu plus de 3 600 ETF disponibles. Le marché européen, celui qui nous concerne, c'est un peu plus de 2 000 milliards d'encours
en ETF et une offre aujourd'hui de plus de 2000 fonds. Et aussi du côté Asie et Pacifique, 3000 ETF et plus de 1000 milliards d'encours. Donc un produit qui existe depuis une vingtaine d'années et dont l'usage, en tout cas l'engouement, progresse jour après jour, année après année en Europe. Donc là, c'était un peu pour l'image historique. Années 90, début des ETF aux US, début des années 2000 en Europe. Et aujourd'hui, c'est un marché qui, chaque année progresse de 15-20% par an en termes de croissance d'encours. Et c'est un marché qui s'est développé au fur et à mesure de l'apparition, la création des fonds. On en existait bien sûr beaucoup moins il y a 20 ans, il y a 10 ans, et aujourd'hui, l'offre est très large. Donc dans cet univers global, qu'est-ce qui aujourd'hui nous permet de voir qu'est-ce qui explique ou pas les tendances et en tout cas l'engouement pour les ETF. On peut mettre plusieurs points en avant. L'évolution du cadre réglementaire, en particulier sous l'angle de la transparence des frais. On a aussi connu des environnements de marché sur les 10-15 dernières années qui peuvent plus ou moins être difficiles, complexes à appréhender. Et donc, les investisseurs ont regardé à des solutions qu'on va dire simples en termes d'exposition au marché financier. Il y a aussi, c'est un outil qui est un outil de diversification en termes d'investissement et donc de pouvoir au sein d'un portefeuille, utiliser des ETF pour s'exposer ou accompagner la performance d'un portefeuille. Et puis aussi, ce qui est important depuis maintenant quelques années, c'est les nouveaux canaux de distribution sur ces produits, en particulier la distribution digitale, l'accès via effectivement les plateformes. Et donc, c'est beaucoup de critères qui aujourd'hui nous permettent d'appréhender, de comprendre l'engouement des ETF. Quand on regarde un petit peu les dernières enquêtes, et c'est certainement le cas des auditeurs aujourd'hui, c'est que en France, il y a de plus en plus de particuliers qui accèdent en bourse au travers des ETF. Et c'est un chiffre qui croît trimestre après trimestre. Les enquêtes sont là pour l'illustrer. Il y a des primo-investisseurs qui, pour leur premier pas en bourse, vont utiliser des ETF. Et maintenant, on a aussi beaucoup d'investisseurs particuliers dits actifs qui utilisent de plus en plus les ETF dans leur portefeuille. Et aussi il y a des études aussi qui mettent en termes pas de sociologie, mais de voir que l'âge moyen de l'utilisateur des ETF baisse en France. Et il était d'à peu près 60 ans en 2018 et aujourd'hui c'est plutôt moins de 50 pour aujourd'hui essayer d'avoir en tout cas un âge moyen ou un investisseur ETF. Donc voilà pour les grandes tendances. Je vais juste Emmanuel, juste pour répondre à Fabienne, parce que c'est vrai, elle a déjà posé une question, mais c'était sur la slide précédente, Fabienne. On va revenir dessus, bien sûr, sur les frais associés à ces ETF. Est-ce que ça correspond, est-ce que c'est adapté à un investisseur particulier? Il y avait la réponse un peu dans le slide pour Fabienne, oui, puisque ça permet de diversifier, entre autres, ces placements. On verra tout à l'heure, ils vont en parler, Emmanuel et Grégoire, que ce soit sur un PE1, un PE-PME, une assurance vie, etc. Donc, c'est adapté pour les investisseurs particuliers. Et bien sûr, on reviendra plus tard, ou enfin du moins Grégoire et Emmanuel reviendront plus tard sur les frais associés à ce placement, tout simplement. Exactement. Merci beaucoup Christian. Merci Emmanuel d'avoir planté un peu le cadre du développement des ETF. Sur ces slides-là, je vais vous présenter justement concrètement comment fonctionne un ETF. On l'a évoqué, les ETF, donc Exchange Traded Fund, ce sont des fonds. Donc, ce sont des enveloppes d'investissement qui ont pour objectif de gestion d'investir et de répliquer un indice boursier. Donc ça va être très simple, l'ETF, le fonds, au travers de l'argent que les clients vont lui confier,
va investir sur un indice particulier. Ça peut être le cas, par exemple, de l'ETF CAC 40, hein, pour prendre l'ETF le plus simple et peut-être le plus connu de tous. Donc, l'ETF va acheter les 40 entreprises du CAC 40 directement, comme on le voit ici. Sa performance, donc, va suivre de très près la performance de l'indice, comme on va le voir on le voit sur le graphique de droite. Donc, si le CAC 40 fait plus 2, le ETF fera également plus 2 dans sa journée de cotation, et en moyenne, d'après des études, notamment des ETF dans les contrats d'assurance vie, on aperçoit qu'on a une moyenne de frais d'ETF, justement Fabien nous posait la question, de l'ordre de 0,30% en moyenne, mais on peut avoir des ETF beaucoup moins chers, hein, qui sont de l'ordre de 5 pips de frais de gestion, donc 0,5% de frais de gestion, jusqu'à voire 0,80% de frais de gestion annuels. Juste avant que vous continuiez sur la slide suivante, il faut préciser donc aux auditeurs que les fonds et les SICAV, donc ça fait partie donc des OPCVM, c'est un marché réglementé par l'autorité des marchés financiers. Voilà, c'est sous la tutelle de l'AMF, donc c'est pas un marché comme les cryptos, etc., du gré à gré, c'est vraiment un marché réglementé, donc il y a des lois, il y a des règles, voilà, donc justement. Une très bonne transition, merci beaucoup Christian, effectivement. Donc les ETF font partie d'une catégorie de produits qu'on appelle ETP, Exchange Traded Products. Dans cette catégorie, on va retrouver 3 types de produits également, donc les ETF, les ETC, Exchange Traded Commodities, et les ETN, Exchange Traded Notes. Nous ici, bien évidemment, on parle d'ETF. Pourquoi? Parce que particulièrement en Europe, on a une réglementation, la réglementation des OPCVM, donc des UCITS en anglais, c'est un peu encore de jargon, mais qui est une réglementation protectrice et qui permet de standardiser un certain nombre de règles pour pouvoir le rendre accessible aux investisseurs institutionnels les plus aguerris jusqu'aux investisseurs particuliers, n'importe qui non professionnel va pouvoir acheter cette typologie de produits. Donc c'est pour ça qu'on parle et on a créé cette typologie de produits, plus de 300 ETF. Ils ont des règles bien spécifiques. Donc on a une documentation standardisée, on a vu des questions justement à ce propos-là, sur des documents d'information clés sur le produit, un prospectus, des reportings standardisés pour que vous puissiez comprendre de manière concrète, dans un langage non complexe, les tenants et aboutissants, les frais autour du produit. Il y a aussi une question de passporting, une question de ségrégation des comptes, et à la particularité des 2 autres structures de produits qui sont présentées là dans les produits cotés en bourse, donc des Exchange Traded Products, c'est que sur l'ETF, donc justement, vous avez cette réglementation qui encadre la structure de produit, qui vous allez pouvoir directement investir dessus en bourse, et vous n'avez pas non plus de risque de crédit de la part de l'émetteur, à la différence des 2 autres produits sur lesquels là vous êtes avec un risque de crédit de l'émetteur directement en face. Donc c'est un titre de dette, à la différence des fonds sur lesquels on a un compte ségrégué bien particulier. Donc on a des structures de produits qui ne sont pas les mêmes et qui sont plus ou moins risquées en fonction de leur enveloppe. Donc on peut ajouter plusieurs risques différents. Voilà. Pour continuer, on voulait décortiquer un peu le nom d'un ETF. On sait que justement on en parlait, c'est quelque chose du langage professionnel anglais un peu complexe. Ouais. Alors juste, Grégoire, je te coupais parce que tu as parlé de reporting et à Florence, elle me dit c'est quoi le porting? Alors est-ce que tu peux juste repréciser ce que c'est le reporting? Alors un reporting, donc on va plutôt dire peut-être en français un rapport mensuel de ce qu'a fait l'ETF. Donc par exemple, si on reprend mon exemple favori, l'ETF CAC 40, et ben on va pouvoir voir l'évolution de l'ETF, qu'est-ce qui s'est passé sur le mois précédent, les performances calendaires des dernières années, sur quoi il investit, peut-être un commentaire de gestion, des principes de critères financiers, des ratios qu'on peut retrouver. Donc ça permet d'analyser pour tous les investisseurs, essayer de comprendre ce qui s'est passé historiquement sur le fond, hein, bien évidemment. On parle toujours de performance passée parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver dans le futur, mais ça nous permet de savoir ce qui s'est passé au sein du fonds par rapport à son objectif de gestion, par rapport au marché. Et donc voilà, c'est un ensemble un document simplifié pour comprendre exactement
comment évolue le produit ou comment s'est passé le voilà, je retourne sur mon sujet et sur le nom d'un ETF. On a choisi ici un ETF assez classique, très utilisé par un bon nombre d'entre vous, un ETF sur les actions mondiales. Donc, j'ai décortiqué le mot par mot ce que ça veut dire et aussi voir les variantes. Bien évidemment, pour bien identifier quelle est la société de gestion qui crée ce produit, donc on met forcément, et vous allez voir chez les autres aussi, émetteurs d'ETF, c'est le nom, donc Amundi, donc c'est la société de gestion qui est en charge de la production et de la gestion du fonds. Ensuite, vous avez MSCI qui peut être couplé aussi avec MSCI World, donc ça c'est le nom de l'indice. Et à l'intérieur, on a MSCI, donc MSCI en français, mais qui est donc pour l'abréviation de Morgan Stanley Capital International, qui là est un émetteur d'indices, un fournisseur d'indices, car nous sommes uniquement une société de gestion, mais on ne crée pas les indices de référence. Pour donner d'autres exemples très connus, j'ai parlé du CAC 40. Le CAC 40 est un indice d'investissement, un indice action sur les actions françaises, pareil que la MSCI World au niveau international, sur 23 pays développés, avec plus de 1400 valeurs au sein de l'indice. Donc ça, c'est émis par MSCI World, et le CAC 40 est émis par Euronext. Pareil pour le S&P 500 sur les actions américaines, les 500 plus grandes entreprises américaines, c'est émis par Standard & Poor's, S&P, et avec le 500 pour pouvoir l'identifier. Donc ça, c'est pour les indices. Le quatrième mot qu'on voit ici, c'est UCITS, donc ce que je vais parler juste sur la slide d'avant, c'est donc le cadre réglementaire, ce qui va être pour vous un gage de sécurité et de réglementation. Ça veut dire que vous n'allez pas investir sur un produit qui ne fait pas partie de la réglementation européenne, qui respecterait pas le cadre réglementaire européen. Donc ça, c'est ce qui va être très important en termes, qui est engageant pour nous, sociétés de gestion, pour des questions de transparence, de liquidité, de supervision. Donc ça, c'est un vrai, voilà, c'est le sujet. À la différence de certains ETF que vous retrouvez notamment aux États-Unis ou en Suisse, qui eux ne respectent pas ce cadre réglementaire, car ils sont tout simplement pas européens. Voilà. Ensuite, donc UCITS est souvent accompagné aussi de ETF, forcément de sa structure pour pouvoir bien identifier que c'est un ETF et pas un autre fonds. Ensuite, vous avez un petit tiret euro pour expliquer la devise dans laquelle le fonds est géré, parce que bien évidemment, on a des clients partout dans le monde et potentiellement des Anglais qui vont utiliser des livres sterling, des Suisses qui vont utiliser des CHF, des francs suisses. Donc voilà, on peut avoir des ETF dans différentes devises. Donc voilà, principalement, on est une société de gestion européenne. Vous allez retrouver des ETF en euros. Le petit C, alors ça peut changer en fonction des ETF, mais c'est pour expliquer la gestion des dividendes, la politique de distribution de l'ETF. On peut soit capitaliser les dividendes que l'ETF perçoit, ou soit les redistribuer une fois par an. Et donc, on va retrouver pour les parts distribuantes le D, le 10 ou le 10. Et pour capitalisation, c'est CAPI ou AC en anglais pour dire accumulated. Donc voilà, c'est des petites abréviations qu'on peut retrouver pour bien identifier les parts. Le mieux, c'est encore une fois de reprendre le code ISIN. C'est le dernier mot ou le dernier code qui permet d'identifier spécifiquement un produit d'investissement, peu importe lequel. C'est un code d'identification unique du produit que vous allez pouvoir retrouver. Vous tapez même sur Google ou sur le site d'Amundi ETF, vous allez pouvoir retrouver spécifiquement une page dédiée au produit en question, à la part en question où vous êtes en train de regarder. Et si on veut regarder en plus, on a d'autres abréviations sur le DR pour savoir si c'est un fonds réplication directe, sur le hedge pour savoir si c'est un couvert contre le risque de change, sur les critères environnementaux, extra-financiers, sur le ESG, les PAB. Voilà, on a pas mal d'ETF sur ces stratégies-là. Vous allez pouvoir... Juste pour préciser, donc du coup, pour préciser un petit peu, c'est vrai, Grégoire, et pour les gens qui sont là, souvent, quand vous achetez un ETF, mettons sur le Standard & Poor's 500 ou le Nasdaq, etc., bien évidemment, là-bas, ça cote en dollars. Et donc, même si vous achetez d'ailleurs l'action Tesla, elle cote en dollars. Donc, bien évidemment, chaque fois, votre portefeuille, tous les jours, va augmenter ou diminuer en fonction de la variation de l'euro-dollar, puisque ça cote tout le temps, quasiment 24 heures sur 24. Donc, bien évidemment, quand vous investissez sur un sous-jacent, comme on appelle étranger, hors zone euro,
ben, vous avez ce fameux risque de change. Alors, certains ETF, c'est vrai qu'on appelle hedgé comme ça, donc protège, enfin annule, on va dire, annule le risque de change. C'est ça, donc vous ne bénéficiez pas de la hausse du dollar, mais vous ne subissez pas la perte de la devise étrangère. Voilà. Donc, il faut le savoir parce que souvent, les gens, ils achètent des choses étrangères, des actions, des indices, etc. Et puis, ils ne comprennent pas pourquoi du jour au lendemain, comme ça varie négativement. Ben, c'est tout simplement la devise. Hein, voilà, c'est comme vous, quand vous partez en voyage, ben, vous partez, vous échangez des dirhams, vous revenez, ben, ce n'est pas le même cours, c'est exactement la même chose. Hein. Non mais voilà, en fin de compte, cette slide, elle est assez intéressante parce que le but c'est de pouvoir résumer ou de comprendre dans un nom d'un ETF vers quelle typologie d'investissement on va s'orienter. Donc, ce qu'on peut repréciser, c'est qu'effectivement, les ETF, c'est de la gestion passive. Donc, l'objectif, c'est de répliquer la performance d'un indice. Donc, ce qui est important, effectivement, c'est qu'on va retrouver dans le nom de l'ETF l'indice répliqué. D'où l'exemple. Donc là, un indice monde, mais comme tu viens de le dire, Christian, il y a des indices sur les actions américaines, il y a des indices sur les actions européennes, il y a des indices sur aussi différentes classes d'actifs. On parle beaucoup d'actions, mais il existe aussi des indices sur les marchés obligataires. Donc voilà. Donc dans le nom du fonds, on va retrouver l'exposition au travers de l'indice. Donc, effectivement, après, il existe un univers d'indices très conséquent et les ETF vont venir répliquer ces indices. Donc ça, c'est vraiment important dans le nom. Et donc après, c'est effectivement via les sites internet d'avoir des descriptions des indices. C'est vrai qu'on prend souvent les exemples du CAC 40 parce que c'est l'indice phare du marché français. Vous avez des indices européens, l'Eurostoxx 50 ou le Stoxx 600. Donc il y a effectivement dans l'univers des indices beaucoup d'expositions, que ce soit des expositions géographiques, mais aussi sectorielles. On peut trouver des indices sur le secteur de la technologie, le secteur de la banque. Mais donc derrière, référence, un indice. Qu'est-ce que c'est en quelques mots? Ça doit représenter un marché, une thématique d'investissement et qui suit des règles. Voilà. Donc après, c'est d'avoir des règles qui disent, là, je prends les 40 valeurs les 40 valeurs les plus importantes d'un marché, les 500 plus grosses aux États-Unis, et je les mets dans notre fonds et j'ai l'exposition derrière à la performance. Voilà. D'accord. Peut-être sur cette première partie, effectivement, on est revenu un petit peu sur les explications et l'engouement des ETF. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut reconnaître en termes de caractéristiques de produits, c'est des produits qui apportent une transparence, l'objectif de gestion, et ça c'est pour reprendre des questions qu'on voit sur le chat, l'objectif de gestion d'un ETF ou d'un fonds indiciel, c'est de répliquer la performance de l'indice, pas plus, pas moins. Donc, voilà, ce que disait Grégoire, si l'indice monte de 1%, l'ETF, toute chose égale par ailleurs, va monter de 1%. Si l'indice baisse de 1%, l'ETF va baisser de 1%. Donc ça, c'est l'objectif de gestion. On l'a répété, aujourd'hui, la gestion passive, effectivement, c'est un petit peu de gestion où les coûts sont plutôt faibles. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est prélevé tous les jours, mais ça c'est un chiffre annuel. Mais voilà, c'est des produits où il y a peu de frais de gestion. Dans l'univers des fonds. Et la grande particularité, et on y viendra aussi sur c'est l'aspect cotation. Un ETF, ça s'achète ou ça se vend comme une action. Et donc, comme une action classique, voilà. Comme une action classique. Et donc, le produit apporte ce qu'on appelle de la liquidité. C'est que vous pouvez choisir d'investir peut-être maintenant à 10h30, vous pouvez acheter un ETF et après potentiellement le revendre, soit un peu plus tard dans la journée ou le détenir sur un horizon d'investissement beaucoup plus long. Donc, mais vous pouvez le traiter pendant les heures d'ouverture
des marchés sur lesquels l'ETF est admis. Donc après, en termes d'accessibilité, effectivement, vous pouvez traiter les ETF de manière assez simple comme une action. Et aujourd'hui, effectivement, dans l'univers des ETF, dans l'univers des gammes, on offre un large choix de produits qui permet aux investisseurs de mettre en place des stratégies plus ou moins diversifiées. Et c'est un bon exemple, je pense qu'on peut reprendre. Dans l'univers des indices, là, vous avez des indices où il y a un certain nombre de titres. L'Eurostoxx 50, peut-être pour changer, vous avez un portefeuille, c'est-à-dire quand vous achetez une part d'ETF, vous avez derrière une exposition à ces 50 valeurs. Ça fait 50 valeurs. Et si on va jusqu'à l'indice qu'on présentait tout à l'heure, l'indice MSCI World, c'est un indice qui comprend 1500 valeurs. Donc vous pouvez choisir aussi en fonction de votre objectif d'investissement, soit des indices très très larges ou des indices plus spécifiques par zone géographique, par secteur. Donc voilà un petit peu. Aujourd'hui, on aime bien dire que les ETF c'est une sorte de boîte à outils. Il y a beaucoup de solutions d'investissement et au travers de laquelle les investisseurs peuvent venir utiliser en fonction de leurs objectifs. On a le cadre. Peut-être pour répondre aussi à Catherine, effectivement, un ETF, c'est un fonds, donc c'est un OPCVM, c'est un organisme de placement en valeur mobilière collectif. La plupart des ETF, en format de fonds, on est dans ce c'est un fonds ou une SICAV, en fait. Exactement. La différence, elle est juste juridique pour les gens qui sont présents. Quand on est SICAV, on est actionnaire d'une entreprise, alors que quand on est dans un fonds, on est associé. Voilà, tout simplement, c'est simplement une petite différence juridique. Alors pourquoi c'est un fonds ou une SICAV? Il faut en général 5 valeurs pour créer un fonds. C'est pour ça qu'il y a plusieurs valeurs dedans. Donc, mais voilà, différence, fonds, SICAV, tout ça, ce sont les OPCVM. Exactement. Et donc le lien après, OPCVM, cadre réglementaire, documentation à fournir, périodique, revue des comptes de la SICAV. Donc après, maintenant, peut-être la question, c'est où est-ce qu'on peut trouver des ETF? Où est-ce que c'est aujourd'hui disponible dans les enveloppes d'épargne? On a de manière assez simple pour illustrer. Aujourd'hui, on trouve des ETF dans l'ensemble des grandes enveloppes qui sont accessibles aux investisseurs français, aux épargnants français, avec en tout cas une séparation entre tout ce qui est accessible en termes de compte titre, compte titre ordinaire, CTO, compte titre PEA, où on retrouve des ETF, mais aussi on va retrouver des ETF dans l'investissement, de moyen long terme, au travers des enveloppes d'assurance vie ou de PER. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a dans l'offre Bourse Direct, il y a nombre de contrats où les investisseurs peuvent trouver des ETF. Je vais continuer. On a souhaité ici vous remettre vraiment les règles principales, les règles d'or pour investir, pour épargner. Donc il y a 3 grands directions et thèmes qu'il faut garder, règles qu'il faut garder. La diversification. Donc il y a cet adage qui revient souvent, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc c'est l'objectif d'investir sur différents indices, différents supports d'investissement. Et ne pas se concentrer sur une seule valeur, un seul fonds, une seule épargne, si on peut, bien évidemment. Donc ça, c'est quelque chose, le b.a.-ba en tant qu'investisseur pour diversifier son risque. Deuxième point, deuxième règle, c'est l'investissement régulier. On n'a pas forcément toujours les moyens de tout investir du premier coup, mais de le faire régulièrement est aussi quelque chose d'intéressant pour lisser ses points d'entrée de manière régulière en fonction de ses moyens. Et la troisième chose, c'est que il n'y a pas vraiment, on ne deviendra pas millionnaire en faisant son premier investissement sur une semaine. C'est pas du tout ce qu'on essaye de faire ici. On est dans de l'épargne de long terme, donc visé sur un investissement pour longtemps. Généralement, c'est écrit sur nos prospectus, mais c'est visé entre 5 et 8 ans en fonction des expositions
minimum pour espérer avoir le rendement historique que l'on avait, même si les performances passées prévues pour l'avenir. Ensuite, également, on voulait remettre ici quelques questions avant d'investir, avant de choisir son ETF. Donc, bien évidemment, il faut essayer de déterminer à titre personnel combien je suis prêt à investir, à épargner globalement sur les marchés financiers. Et donc, quel rôle va jouer l'ETF dans ma stratégie d'investissement au global. Ensuite, plus précisément, une fois que j'ai déterminé le montant d'investissement que je veux faire sur les ETF, je vais essayer de choisir quel indice ou quel ETF, quelle zone géographique, quel secteur je vais vouloir investir sur les actions européennes, sur les actions françaises avec le CAC 40, sur un indice large et diversifié comme le MSCI World, ou sur un indice sur les États-Unis, ou sur un secteur bien précis comme le secteur bancaire, le secteur de la santé, ou sur une thématique comme le secteur de l'eau. Voilà, on peut diversifier et avoir un panel de produits d'investissement différents. Et également, le troisième point très important, c'est essayer aussi de diversifier son risque et de pas forcément prendre que des ETF ultra risqués ou que des ETF peu risqués. Donc ça se juge également grâce au SRI, hein. C'est la note de risque de 1 à 7 qui est écrit sur le document d'investissement clé sur les ETF pour essayer de juger, voilà, si cet ETF est plus ou moins risqué pour son épargne. Grégoire, juste pour répondre à une question qu'on a eue tout à l'heure en tout début de webinaire, pourquoi il y a beaucoup d'ETF qui ont une note 5 sur 7 ou 6 sur 7? Est-ce que tu peux répondre ou... Ça, c'est en fonction exactement. Donc, c'est en fonction de la note et des supports sur lesquels on va investir. Logiquement, quand on est sur un ETF action, généralement, on se situe sur une note entre 5 et 7%, parce que c'est justement des supports volatiles qui peuvent avoir une performance de plus 20%, voire moins 20% sur une année ou sur une petite période. Donc, logiquement, c'est un investissement risqué. Et donc, voilà, la note est pareil c'est reflété justement dans les documents d'investisseurs d'informations clés. À l'inverse, sur des produits justement moins risqués, sur des obligations souveraines, là, on peut avoir la note un peu plus faible, entre 2, 3 sur 7. Et donc, logiquement, là, il y a une perte de risque en capital moins élevée et moins de grande volatilité aussi pour son épargne. Pour compléter, il y a moins de risques qu'un État fasse défaut qu'une entreprise, déjà. Voilà. Donc, du coup, c'est pour ça que le risque sur les obligations, comme tu disais, souveraines, est beaucoup plus faible que le risque sur une entreprise qui, elle, pourrait, bien évidemment, on a vu ce qui se passe sur Atos et d'autres, qui pourraient avoir des problèmes ponctuels, etc. Voilà, c'est d'où le risque 5, 6, 7. Alors, encore une fois, pour les internautes, quand vous choisissez une action, c'est ce qu'on appelle le stock picking, bien évidemment, il peut y avoir un problème. Regardez ce qu'il y a eu sur LVMH, regardez ce qui se passe aujourd'hui sur L'Oréal suite aux résultats. Donc, il peut y avoir un problème spontané, ponctuel, qui peut après peut-être va impacter le cours de l'action dans les mois qui viennent. Alors que quand vous investissez de façon plus en plus large, et bien évidemment, il y a de moins en moins de risques. Et c'est pour répondre à une question aussi, bien évidemment, si vous voulez le moins de risques, il y a le world, et après, c'est ce qu'on appelle la top to down. Il y a le world, après, il y a les régions, après, il y a les pays. Après, c'est à vous de choisir, bien évidemment. Mais c'est moins risqué d'aller sur un pays, une région, le monde entier, que d'aller choisir une seule valeur, bien évidemment, sur laquelle il pourrait y avoir un problème inattendu, entre autres. Effectivement, c'est pour ça qu'en termes de philosophie, la gestion passive, on s'expose à un indice, et donc en fonction de la volatilité de l'indice, comme tu viens de l'expliquer, si voilà, j'ai un indice large où il y a plein de valeurs, mais il y a peut-être une partie des valeurs de l'indice qui va progresser, peut-être une partie des valeurs qui vont baisser, et l'indice fait une moyenne de tout ça. Donc il y a une notion effectivement de diversification de paniers qui font une moyenne de performance par rapport à une exposition plus concentrée lorsqu'on prend un titre. Mais c'est vrai que voilà, sur les marchés financiers, il y a ce qu'on appelle les classes d'actifs. Les actions, voilà, sont plus risquées que les obligations, et l'indicateur de risque reflète effectivement le niveau de risque et la volatilité, c'est-à-dire les amplitudes de mouvement qu'un marché peut avoir dans un portefeuille. Exactement.
Et est-ce qu'il y a des ETF sur les small caps? Il existe des ETF sur les small cap. Il faut des indices small cap, mais effectivement c'est une partie de segmentation des marchés sur lequel il existe des indices. Et donc, s'il existe des indices, vous y trouverez souvent des formats d'ETF pour répliquer la performance. Oui, tout à fait. Vous pouvez trouver des small cap européennes ou des small cap monde ou des small cap américaines. Après, voilà, la notation de small cap en fonction des marchés sont définies dans les règles. Okay. Pour continuer, voilà, on a essayé aussi ici de vous rappeler quelques règles avant de négocier en bourse. Hein. Donc, la particularité des ETF, on le répète encore une fois, c'est que ce sont des fonds cotés en bourse. Donc, bien évidemment, les ETF se traitent comme une action. Donc, vous allez pouvoir traiter directement en bourse avec le carnet d'ordre, l'ETF. Vous allez avoir également, bien évidemment, une fourchette de cotation achat-vente exactement comme une action. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir être exécuté directement avec les limites du carnet d'ordre en bourse. Et donc, dans les heures de la bourse, vous allez pouvoir acheter l'ETF ou vendre le matin à 10h ou l'après-midi à 16h. Vous pourrez faire ce que vous voulez. Vous avez justement ce qu'on appelle une liquidité intraday grâce à le fait que l'ETF soit coté. Donc voilà, ça vous permet d'être exécuté et d'acheter directement dans cette journée de cotation. Voilà, on aime à rappeler qu'il faut faire attention, notamment sur les ordres de marché, parce qu'on peut voir un ordre décalé en fonction de la liquidité de marché. Donc il faut préférer mettre un ordre à court limite. C'est ce qu'on peut faire bien évidemment sur Bourse Direct. Je pense que Christian, tu fais des formations aussi sur les passifs. C'est facile à appréhender lorsqu'on investit pour la première fois, mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut retrouver sur Bourse Direct. On continue parce que le temps défile vite. Oui, vas-y. Effectivement, en tout cas, nous on est ravis de partager avec vous. Voilà, aujourd'hui. Comment est organisée notre gamme d'ETF. Vous allez retrouver ce qu'on vient d'un peu d'évoquer, c'est-à-dire souvent on appréhende les ETF au travers des marchés actions et des indices actions qui sont souvent les plus connus et reconnus. Donc aujourd'hui on a une offre conséquente chez Amundi en termes d'exposition aux ETF sur des indices actions. Voilà. Plus de 130 ETF disponibles. Les grands indices, on en a parlé. Tu l'as aussi évoqué, Christian, des secteurs, des zones géographiques, des segments de marché donc qui sont disponibles. Il y a aussi l'univers obligataire avec la précision sur laquelle je peux rebondir. Le marché des obligations, il y a deux grands marchés des obligations, les obligations d'État. Voilà, effectivement, c'est-à-dire la dette des États européens, la dette américaine, la dette des pays éventuellement émergents, et vous avez aussi ce qu'on appelle la dette des entreprises privées, corporate, dans l'anglicisme des marchés. Voilà, exactement. Donc, on peut investir soit sur la dette d'État, soit sur la dette d'entreprise. Là, voilà, il existe donc aussi, comme pour les actions, un univers d'indices qui permet soit effectivement de trouver une zone géographique, soit effectivement de temps en temps des segments de marché, de la duration longue ou de la dette courte ou longue dans l'univers obligataire. Donc ça, c'est effectivement en complément, et vous allez aussi trouver des indices qui permettent aussi d'intégrer en portefeuille des indices qui mettent en avant des critères d'investissement responsable ou des indices qui vont permettre de décarboniser des portefeuilles pour avoir une trajectoire de réduction d'émissions carbone. Donc ça aussi, c'est aujourd'hui des supports d'investissement que vous pouvez trouver dans nos gammes d'ETF, et en terminant aussi sur des ETF thématiques
tels que l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies. Donc, il y a un univers important de solutions d'investissement. Ce qui est important aussi à voir, c'est que vous trouverez, voilà, sur les sites internet, des descriptions des indices, des descriptions effectivement sur tous les indices, les titres aussi qui composent les indices, pour pouvoir faire le lien aussi entre des titres que vous pouvez connaître et ce qui sont présents dans les indices. Et donc c'est aujourd'hui, voilà, les ETF permettent de pouvoir accéder, comme on le voit, à nombre d'expositions pour quelqu'un qui voudrait avoir voilà, ce qui est toujours cette notion de boîte à outils, hein, on aime bien le répéter, c'est que on peut avoir un premier pas, voilà, un premier investisseur qui veut quelque chose de très large sur les actions et qui va préférer peut-être un indice très large pour diversifier, et peut-être des investisseurs un peu plus actifs qui veulent venir sur certains segments et donc trouver à un moment donné en format ETF une thématique sur laquelle il veut investir. D'où l'intérêt de connaître son profil pour savoir voilà, donc quoi on veut investir. Exactement. Et après, vous avez voilà, un univers d'investissement, un temps d'investissement, pardon. Vous pouvez effectivement acheter un ETF comme un autre produit financier pour une durée plus ou moins importante. Vous pouvez faire effectivement des achats-ventes de manière régulière si vous avez voilà, une dynamique, une gestion en tout cas dynamique de vos portefeuilles, ou éventuellement prendre date pour le temps de garder un investissement, une exposition à marché sur nombre d'années au travers, voilà, aujourd'hui, des enveloppes qui sont disponibles et qui permettent de pouvoir allouer des paris. En parlant d'enveloppe, ici, on a quelque chose sur laquelle les investisseurs particuliers, en tout cas, plébiscitent énormément. C'est toute notre gamme PEVA. Hein. C'est l'une des enveloppes pour investir en bourse les plus reconnues dans un cadre fiscal assez intéressant. On a dans notre gamme ETF aujourd'hui chez Amundi plus d'une centaine d'ETF éligibles au PEA, qui est assez historique. On a bien évidemment des ETF, on va dire, uniquement sur la zone européenne. Hein. Donc on a bien évidemment le CAC 40, l'Eurostoxx et tous les indices européens. Le DAX, évidemment, les indices des pays de la zone euro. Et donc ça, vous allez pouvoir retrouver toute la totalité. On n'a pas pu tous les mettre sur un slide, c'est un peu compliqué. Mais ici, on a voulu montrer spécifiquement les ETF internationaux. Hein. Donc c'est la possibilité, grâce à nos ETF, à la structure de nos ETF, de pouvoir s'exposer à des indices internationaux. Donc notamment le plus connu, celui qu'on a évoqué tout à l'heure dans le slide précédent sur le MSCI World. On a à gauche tous les indices sur les actions américaines, le Nasdaq 100, le S&P 500, le Dow Jones, des versions avec des filtres légers, des secteurs américains, et ensuite toutes les régionales, donc sur toutes les grandes zones géographiques, sur les émergents, sur la Chine, le PEA, le Japon, l'Inde, l'Asie-Pacifique, et d'autres thématiques un peu particulières sur les dividendes, l'immobilier, le secteur de l'eau, et également un nouvel ETF récemment transformé, un ETF PEVA euro court terme, pour s'exposer au taux interbancaire de l'Estat. Donc ça, c'est un ETF, c'est des spécificités qu'on retrouve sur la gamme d'Amundi, qui est bien évidemment accessible depuis un PEA, n'importe quel PEA. Donc, juste une phrase, vous voyez que sur votre PEA, vous pouvez mettre autre chose que des valeurs françaises, entre autres. Vous pouvez très bien, on n'a pas droit d'acheter de valeurs américaines directement dans son PEA, mais justement grâce à ces fameux ETF, indirectement, vous pouvez être exposé sur les marchés américains, les marchés japonais, chinois, etc. Alors qu'on n'a pas droit de mettre de l'IBM ou de l'Apple dans son PEA, on n'a pas droit de mettre de la NIO ou autre chose, alors que indirectement, du coup, on peut le faire. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est la diversification de son PEA, entre autres. Voilà, pour peut-être justement, c'était un peu l'objet aussi bien évidemment de cette formation, mais c'était de vous présenter l'offre qu'on avait en cours
l'offre particulière sur le remboursement de frais de courtage des ETF Amundi. Alors, je ne sais pas si Christian, si tu peux partager ton écran Alors, dans votre site. oui, je vais essayer de partager l'écran. Il faut que j'arrive ici. Hop, attendez. Voilà, je vais partager l'écran. Hop, voilà. Allez ici. Touc. Voilà. Donc, théoriquement, vous devez tous voir cet écran-là. Donc, l'offre aujourd'hui, donc entre Bourse Direct et Amundi, c'est valable au 30 avril 2025. Donc, vous avez droit à un ordre, on va dire, gratuit, donc de rembourser tous les mois. C'est un ordre par mois et par compte. Voilà, pour tout ordre compris entre 200 € et 100 000 €. Donc, on vous remboursera tout simplement le premier ordre exécuté. Alors, c'est valable pour, attention, PEA, PEA jeune et PEA, voilà, compte titre, pas pour l'assurance vie. D'accord? Voilà. Ça, c'est l'offre en cours. Par contre, pour l'assurance vie, il y a d'autres thèmes, mais voilà. Donc, c'est ça. L'offre, c'est sur une sélection de valeurs. Alors, c'est pas tous les ETF, hein, d'accord? Les ETF qui sont éligibles, vous les voyez en dessous, ils sont ici. Donc, il y a notamment le World. Alors, justement, est-ce que vous pouvez revenir, c'est la question d'un participant, sur cette histoire de capitalisation? Justement, on le voit à l'écran. Il y a C ou D. Est-ce que vous pouvez revenir 2 secondes dessus? Oui, revenons sur cette information. On va rester définitivement là. On peut rester dans l'univers des fonds. L'ETF est un fonds, donc vous avez la possibilité soit d'investir dans des fonds qui capitalisent les dividendes ou des fonds qui vont détacher le dividende. Donc c'est un choix qu'on offre, qui est offert à l'investisseur, d'avoir soit un investissement sur une part qui capitalise, c'est-à-dire de manière assez simple, vous investissez dans le fonds et pendant toute la vie ou pendant toute la durée sur laquelle vous êtes investi, on va pas toucher de dividendes, le fonds va capitaliser, et quand vous allez vendre votre position, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez matérialiser une différence entre le prix d'acquisition et le prix de cession qui sera dans le meilleur des cas une plus-value, dans un autre cas souvent une moins-value. Donc effectivement, quand vous investissez sur une part qui capitalise, vous rentrez à un instant T, vous sortez à un instant T plus 1 ou T plus N, et la différence, vous allez bénéficier dans l'investissement du réinvestissement des dividendes. Quand on parle de dividendes, donc des dividendes qui sont des titres qui sont dans les indices actions. Donc ça, c'est un choix qui est laissé à l'investisseur. Quand on va sur une part qui distribue sur un fonds, donc sur un ETF, là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le fonds va à un moment donné détacher un dividende, donc comme une action. Hein, là, le parallèle, il est assez simple. Si vous investissez sur une action, à un moment donné, l'action va détacher un dividende. Et donc sur un fonds qui détache, vous allez recevoir un dividende. Donc ça veut dire quoi concrètement? Que vous allez toucher ce dividende en cash. Et donc la question qui peut se poser pour l'investisseur, c'est est-ce que j'ai besoin de ce cash pour pour réinvestir ou pour l'utiliser? Ou si je veux rester investi sur ma solution, le réinvestir dans le fonds ou dans l'action. Voilà. Donc ça, c'est dans l'univers des fonds, il y a des parts qui distribuent, des parts qui capitalisent. Et donc ça laisse le choix à l'investisseur de choisir s'il préfère avoir une exposition simple, pas de détachement de dividendes, de pas avoir à gérer le réinvestissement du cash. Ou au contraire, je veux avoir effectivement bénéficié du détachement de dividendes parce que ce cash, je veux l'utiliser potentiellement à autre chose. D'accord. Alors, pour répondre à BM, vous le voyez à l'écran, oui, il y a un ETF PEA End, d'accord? Il est ACC, donc d'accumulation, donc de capitalisation. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des ETF obligataires éligibles au PEA? Non. Et on a un ETF court terme, un nouvel ETF court terme qui s'expose plutôt à des obligations très très court terme. D'accord. Alors, juste pour répondre à une question sur l'or, l'or, je ne pense pas qu'il y ait des ETF sur l'or.
parce que tout simplement, ou alors peut-être sur des sociétés minières. À l'époque, il y en avait, je ne sais pas s'il existe aujourd'hui. Sinon, pour répondre à la question, vous serez obligé d'utiliser ce qu'on appelle des produits de bourse, qui sont donc des certificats Baron Turbo, pour aller sur l'or. Sinon, c'est l'or physique, vous achetez de l'or et puis vous le mettez chez vous, dans votre coffre. Voilà. OK. Alors, oui. Est-ce qu'il y a d'autres... Alors, où c'est qu'on peut trouver le détail de l'offre? Enfin, dans l'onglet Mes comptes, offre spéciale trading. Ensuite, vous choisissez bien sûr Amundi. Vous avez le détail de l'offre ici et vous avez les fonds qui sont éligibles ici. Vous voyez, les États-Unis, la France, l'Europe, le Japon, les pays émergents, les thématiques, donc c'est les secteurs. Vous voyez, il y a les robots, etc., les bancaires, l'industrie, l'immobilier en Europe, le luxe, l'économie digitale, etc., etc. Égalité homme-femme, ici, gender equality, etc., et bioénergie. Bref, vous avez tout ça. Il suffit simplement de cliquer sur acheter ou vous copiez le code easing. Vous le mettez donc surtout, vous voyez, sur notre site. Je vérifie bien que tout le monde le voit. Voilà. Et bien évidemment, on a parlé tout à l'heure, vous achetez ça comme une action. Vous voyez, achat, vente, etc. Et il y a les mêmes types d'ordres qu'une action, vous voyez, à cours limité au marché. Alors, je peux pas, j'ai pas le temps aujourd'hui de vous détailler les différents types d'ordres puisque j'en parle lors des premiers pas en bourse de tous les mois. C'est une formation gratuite. Alors, est-ce que vous avez créé des ETF Smart Beta pour le PEA? Eh ben, on n'en a pas. Alors, le mot Smart Beta, effectivement, qui fait référence à des typologies d'investissement. Si on prend, qui fait référence aux facteurs, donc est-ce que on a des facteurs de type croissance, value ou small cap. Donc sur les small cap, on a de l'éligibilité PEA. Après, d'une manière globale, monde, on n'en a pas. Ok. C'est pas grave que ce soit FR ou LU. De toute façon, ce sont des marchés réglementés. Il y a donc, ça fait partie des OPCVM. À vous, bien évidemment, d'aller choisir sur le site. D'ailleurs, on l'a pas montré, mais je vais vous le montrer. Il est là. Ça s'appelle Amundi ETF, d'accord, .fr. Là, il y a tous les ETF de chez Amundi. Par contre, ceux qui sont spécial offre, donc la fameuse offre que je vous rappelle, qui est le courtage gratuit pour le premier ordre, premier achat, un remboursement par mois et par compte. La liste des ETF éligibles, vous la trouverez sur le site ici, d'accord, dans mes comptes et dans les offres spéciales trading. Voilà, d'accord. Sinon, vous pouvez très bien aller sur le site Amundi ETF, choisir d'autres ETF dans un compte titre ordinaire, mais il y aura pas là peut-être la promotion donc de ce frais de courtage. Voilà, d'accord. D'accord. Non, il y aura pas. Il n'y a pas de sélection chez nous vraiment pour les ETF. Vous venez me poser la question lors des premiers pas en bourse. Il n'y aura aucun problème. Voilà. Mais écoutez, déjà, merci beaucoup d'avoir pris du temps à écouter. J'espère que ça vous a un petit peu, ou du moins, vous avez compris déjà le fonctionnement, l'utilité déjà, diversification de votre PEA, de votre compte titre ordinaire. Voilà, à mon avis, c'est vraiment la chose la plus importante. C'est diversifier vos placements, diversifier, mutualiser vos risques. Donc, c'est grâce à ces produits-là, justement, qu'on peut le faire. Voilà, donc vous avez l'offre en cours donc à l'écran. Je vous dis, Grégoire, Emmanuel, merci beaucoup d'avoir fait cette présentation. Voilà, peut-être une autre fois pour un autre thème ou en complément, peut-être, un complément avec de nouveaux ETF. Hein? En tout cas, mille merci pour cette grande heure passée ensemble et effectivement, à bientôt. Merci beaucoup. Merci Christian, merci à vous tous. Voilà, allez, bonne fin de journée à tout le monde et puis bonne semaine et puis peut-être une prochaine fois. Allez, au revoir.